Bonjour, we are back. Nous sommes de retour. Bulletin sportif, 4e saison du podcast et 7e saison de la vie de Bulletin sportif. Couverture du sport étudiant, évidemment, universitaire, collégial, secondaire. On va être là encore une fois avec vous cette année. Merci d'être là. C'est la seule chose que je peux vous dire. Merci d'être là. C'est tellement le fun de savoir qu'année après année, la communauté grossit. Non seulement la communauté grossit, mais la couverture en général se modifie, s'améliore. On voit des nouveaux balados qui sortent, qui parlent de ça. On a des groupes qui se mettent à en parler. Bref, vous avez en masse d'occasions de suivre ce qui se passe avec vos équipes, vos étudiants athlètes préférés. Et si vous n'en avez pas de préféré d'équipe ou quoi que ce soit, ben si vous êtes allé à l'école, assurément que votre école avait une équipe sportive ou encore une équipe sportive. Profitez-en donc, suivez-les. Puis regardez, je vous garantis le fun que vous allez avoir. Nous autres, en tout cas, on va en avoir parce qu'on commence déjà cette saison avec une façon de travailler un peu différente de d'habitude. On vous en donne deux cette semaine. On vous en donne deux. Un, évidemment, podcast sur le football universitaire qui a commencé. Donc, 2 matchs qui ont été joués en fin de semaine. On en parle avec Pat Bois, Jason, Brian, Jean-Baptiste dans quelques instants. Puis, il y aura une autre édition de Bulletin sportif dès cette semaine, mais sur le foot collégial avec Marc Gagnon, Will Julien qui seront avec nous pour jaser toutes sortes d'affaires, évidemment. Encore une fois, en lien avec le foot collégial. À partir de la semaine prochaine, chronique de flag football, chronique de foot juvénile. Donc, on reprend la routine, on réembarque avec ça, puis on essaie de vous en donner au maximum pour votre pur plaisir et le nôtre, évidemment. Alors, la gang, pourquoi rendre ça plus compliqué que c'est? Tout ce qu'on a à dire. Bon show tout le monde. Et oui, saison numéro 4 du podcast Bulletin sportif. Et là, je vais recommencer parce que mon micro est à l'autre bout du monde. Fait que c'est ça quand c'est le début de l'année. Je repars ça, ce sera pas là. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 4e saison du podcast Bulletin sportif. On commence ça avec évidemment ce qui s'est passé en fin de semaine au football universitaire. Pour ça, bien évidemment, on accueille nos 2 analystes habituels, Jason, Brian, Jean-Baptiste, Pat Bois. Salut les gars. Bonjour les boys. Salut. Là, habituellement, on fait une émission pré-saison. Tout est de ma faute. J'étais en vacances la semaine passée. C'est trop de demande, Phil. Trop de demande, ouais. Écoute, on peut pas dire non à des vacances sur le bord à la Nouvelle-Écosse, aller jouer au golf, 2 des plus beaux terrains au Canada, sur le bord du golfe du Saint-Laurent. Fait que merci à mon frère, sa blonde et à mon père avec qui je suis allé. Bref, tout ça pour dire que c'était extraordinaire. Mais c'est ma bonne raison de ne pas avoir fait d'émission pré-saison. Mais on va commencer ça en partant. On a déjà une fin de semaine de jouer. On va regarder ça ensemble, les 2 matchs qu'on a eus. Puis après ça, bien évidemment, on va parler de ce qu'on entrevoit pour la saison à venir. Premier match de l'année, Sherbrooke à McGill. On avait beaucoup parlé de McGill. Il a bien fini l'année passée, commencé à placer des choses. Gros recrutement. Assurément le plus gros recrutement de McGill que depuis vraiment longtemps. Peut-être même je ne sais pas s'il faut dire de leur histoire, mais bref, c'est assez impressionnant quand même. Tu peux le dire, je pense que. On peut le dire. Écoute, ça a été. Fait que ça venait avec des attentes, mais surtout des points d'interrogation, parce qu'il faut être intelligent dans nos attentes. C'est des recrues qui arrivent. Fait que tu ne sais jamais comment ils vont pouvoir exposer leurs choses. Mais je ne sais pas comment vous avez vu ça. Je vais partir ça avec vous autres, poser la question. Est-ce que ce qu'on a vu de McGill, victoire de 38-22 comme ça, est-ce qu'on a vu de McGill est très, très bon signe pour l'année? Est-ce qu'il faut s'emballer ou juste voir ça comme OK, on a établi des choses, on verra quand ils vont jouer contre Laval et Montréal, ou si déjà vous avez vu des belles choses. Pat, je te laisse commencer. Je pense qu'on a vu des belles choses, mais il faut prendre ça un petit peu avec des bémols parce que l'adversaire d'autre bord, c'était pas la mer à boire non plus. Là, ce que j'ai vu de Sherbrooke, ils ont été combatifs, ils n'ont jamais abandonné. Ils ont
ils ont travaillé jusqu'à la fin, puis dans le fond, on a vu un petit peu que McGill, des fois, on en parlait dans le passé, que l'outil spécial avec la profondeur, que c'était pas optimal. Puis que Sherbrooke fasse beaucoup de gros jeux sur unité spéciale, je pense que c'est un gros question mark pour moi. Là, surtout que McGill s'en va jouer à Laval, on sait que Laval, c'est accès aux unités spéciales. Puis tu donnes des gros retours à Sherbrooke, mais ça fait peur un petit peu contre des équipes contre Laval la semaine suivante. Fait que je pense que coach Morin-Plante, c'est un gars qui sait ce qu'il fait. Il va travailler, il ne dormira pas beaucoup cette semaine, il va ajuster ses choses. Mais à ce niveau-là, ça a été des question marks pour moi. Mais au niveau défensif, en début de game, il était agressif. Ils ont totalement sorti du jeu le carrière de l'autre côté. Puis à l'attaque, c'est une grosse performance d'Eloa. Tu regardes les stats 18 en 33, mais je pense qu'ils ont eu au moins 6 balles d'échappée. Leur meilleur receveur, 6 catchs, 137 verges, mais je pense qu'il a échappé 4 balles dans le game. Donc, ELR, il est en feu. Puis, le fait qu'il soit à côté par Jeremy qui a complémenté au-dessus de 100 verges en même pas en une demi de jeu, parce qu'on a vu quasiment juste Ciccarello en première demi. Je pense que l'ajout de Jeremy va commencer à rendre ça difficile pour les défensives adverses. Mais c'est sûr qu'ils sont sortis forts, mais on va voir vraiment de quoi ils ont de l'air en fin de semaine quand ils vont jouer contre Laval. Absolument. Jason, qu'est-ce que tu as vu de ça? Ben, j'ai un peu vu la même chose. J'ai trouvé qu'offensivement, comme tu as dit, Pat, Éloi de la tendance régionale, c'était vraiment un très beau match au début de saison. Je pense qu'il s'est affirmé. J'ai aussi trouvé que, globalement, je sais que je pense qu'ils ont eu 2 ou 3 sacs avec la ligne offensive, mais j'ai quand même trouvé que de façon générale, il y avait quand même une sensation de confort. Tu vois qu'Éloi était beaucoup plus confortable dans la pochette, qu'il avait une certaine assurance, puis qu'il avait quand même le temps de prendre des décisions, puis que les sacs qu'il a eu, c'était pas des gros sacs ou qu'il y avait des grosses pertes. Puis que ça, j'ai trouvé ça positif pour la suite des choses. Défensivement, avec Mathis Pilon notamment, j'ai vraiment aimé comment ils ont été capables de prendre des revirements. J'ai trouvé que leur ligne défensive a quand même bien joué. Ils ont quand même mis pas mal de pression à Goulet-Ménard, que tout le long du match, ça a été difficile pour lui. Fait que du côté offensif et défensif, McGill, on a vu des belles choses. Mais comme tu as dit, Pat, je pense qu'au niveau des unités spéciales, les retours qu'ils ont accordés, les bottées de placement ratées, ça, c'est des choses qu'il va falloir corriger pour la suite des choses si on va être capable de justement atteindre ce prochain niveau pour être capable de jouer contre Laval puis Montréal. Vous amenez des points vraiment intéressants. Il y en a plusieurs, je pense, puis je vais commencer avec celui-là. Tu l'as dit, Jason, Éloi qui semblait plus à l'aise, mais j'ai eu l'impression, puis c'est là que j'ai besoin d'avis de mes analystes, j'ai eu l'impression qu'il a changé un peu son approche. Je le voyais avoir les yeux sur ses receveurs plus longtemps. Je trouvais qu'avant, il regardait ça, mais dès qu'il n'était pas sûr, l'option de la course devenait rapidement son choix. Et là, j'ai eu l'impression que je l'ai vu plus souvent, oui, se déplacer avec le ballon, mais garder l'option de la passe. Puis d'ailleurs, on l'a vu décocher plus tard là, dans son mouvement pendant qu'il se promenait avec le ballon. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à voir? Coach surprenant, coach Dimitri Morin, nouveau aussi là-bas d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qu'on travaille avec lui justement pour être sûr qu'il se fasse probablement moins frapper, première des choses, puis deuxièmement, utilise tes options. Il y a des bons joueurs avec lui. D'ailleurs, Darius Simmons qui est revenu, ce qui n'est pas à dédaigner. Non, moi, je pense que il est plus patient dans ses progressions. Puis quand il sort de la pochette, il n'est pas juste sorti par en avant, il est sorti vers l'extérieur de temps à autre. Je pense que c'est quelque chose qui va travailler avec lui, de garder les yeux dans le fil plus longtemps avant de partir à courir. On le voyait souvent l'année passée dès qu'il scramblait, mais il scramblait pour courir. Là, il a scramblé souvent pour ouvrir des jeux. Ça vient encore plus dangereux pour les défensives adverses parce que là, il ne va pas juste courir des figures dans le field. Puis, c'est un gars qui a un bras canon qui peut, quand il est en mouvement, il est capable de décocher des passes quasiment n'importe où sur le terrain. Fait que, moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans le passé, c'était un gars qui lançait beaucoup fort, puis pas beaucoup de précision. Puis je trouvais que sa touche était nettement améliorée cette année. À voir s'il va avoir autant de temps contre Laval, par contre. C'est là qu'on va tester cette nouvelle ligne offensive qui a été revampée à quelque part. Hein? Domenico Piazza, qui était sur l'équipe d'étoiles l'année passée comme tackle à droite, il est rendu au centre.
Et là, il est avec des jeunes autour de lui. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, comment ils vont travailler contre des grosses lignes défensives. Quoique Sherbrooke, s'il y a une force, c'est bien sa ligne défensive. Mais ils ont fait du bon travail de ce côté. Ça va être intéressant. Tu as parlé des unités spéciales aussi, Jason. Puis Pat aussi, vous en avez parlé. Je pense que c'est un élément important. Des bottées qui ont été bloquées en fin de match. Ça, c'est le côté, justement, on n'abandonne pas, on travaille, on continue de faire des bonnes choses. Mais en même temps, est-ce que c'est parce qu'on a tenté d'utiliser notre nouvelle profondeur à McGill? Fait qu'on a peut-être beaucoup de jeunes joueurs qui sont là, qui ont encore une cohésion à aller chercher entre eux pour être efficaces au niveau de bloquer là, les gars qui s'en viennent pour justement bloquer des bottées. Là. Il y a peut-être, ça semblait manquer. Là. Il y a des gars qui ont quand même été 3 fois au 4e quart, des bottées qui ont été bloquées. Non, c'est sûr, mais il faut donner crédit à Sherbrooke avec Elisha Joseph. Il a fait des jeux, puis ça a permis de créer ces opportunités-là. Mais là, par contre, c'est en fin de match. Le match était quasiment fini, puis je pense que du côté de McGill, pas qu'il y a eu un relâchement, mais je pense que le niveau d'exécution n'était peut-être pas au niveau après que le match soit complètement contrôlé. Fait. Du côté de McGill, je pense que ça va être de juste s'assurer que l'exécution reste à un haut niveau tout au long jusqu'à la fin de la rencontre. Puis avec Sherbrooke, c'est vraiment d'amorcer avec ce niveau d'intensité-là sur les 2 faces du ballon pour pas que nos plus gros jeux se fassent quand l'adversaire a déjà pris le contrôle de la rencontre. Puis je pense que du côté de McGill, comme tu l'as dit, Phil, offensivement, avec Jerry Momo notamment, je pense que là, il y a vraiment quelque chose sur lequel ils peuvent construire. On a aussi vu des belles choses avec notamment Fabien Turcotte aussi en début de match. Ils ont des armes intéressantes. Charles-Olivier Cyr aussi. Ils ont quelque chose sur lequel ils peuvent construire, mais là, ça va être de voir avec ces nouveaux joueurs-là, ces recrues-là, c'est de voir, de jouer dans les gros moments jusqu'à la fin, puis de garder ce niveau de constance-là au niveau de la performance. C'est ça qui va faire la différence. Exact. Tu as nommé un paquet de joueurs, puis c'est intéressant. Charles-Olivier Cyr, on n'avait pas ça avant un ailier rapproché de ce niveau-là, capable de bloquer comme ça. C'est un gros gars, 6 pieds 6, 245 livres. C'est une pièce d'homme, le gars, là, déjà, et c'est une recrue, mais il a été excellent à Saint-Jean, justement, en protection de passe, puis il est capable de tout faire sur le terrain. J'ai trouvé qu'il a apporté une belle dimension, capté 2 bonnes passes d'ailleurs. Jerry Momo, il faut le dire, mais tu sais, Ciccarello, en début de match, a bien fait. Ciccarello, c'est une bombe. Là. Il est capable de courir extrêmement rapidement. Puis après ça, tu as un Jerry Momo qui est très costaud, qui court très vite aussi, d'aller faire un toucher de 81 verges. Il y a des joueurs extrêmement intéressants qui vont être à suivre. Tu l'as dit, la constance va être un enjeu. Pat, je voulais qu'on parle aussi de Sherbrooke. On en a parlé rapidement, on a souligné ça. C'était Goulet-Ménard, Samuel Goulet-Ménard qui commençait la saison comme corps arrière. Il a gagné sa bataille contre Jeremy Fife. Je dis Jérémy Fife. Mais là, on a été obligé de le sortir. On a ramené Fife en fin de match. Cette bataille-là ne semble pas terminée, dans le fond, là, pour savoir qui va avoir le contrôle, ou en tout cas, qui va prendre en charge l'attaque de Sherbrooke. Non, puis c'est un petit peu dommage pour Sherbrooke parce que, tu sais, il n'y a rien qui brise plus des fois un vestiaire qu'un coaching staff qui est prêt à me décider quel carrière va jouer. Là. Surtout quand le gars qui ont choisi une contre-performance, le gars qui embarque, joue bien en fin de game. Fait que, ça vient un peu réouvert. Fait que là, au lieu de passer du temps dans le game plan, sur augmenter ton offensive, mais là, tu divises encore les reps avec deux gars durant la semaine parce que tu veux garder la compétition. Fait que, ton cahier de jeu, il reste plus restreint. Fait que, il va falloir qu'ils se décident qu'au moyen terme, d'endosser leur cheval, puis tu restes avec, parce que s'ils jouent un peu à ce jeu-là toute l'année, mais ça va nuire à leur évolution. Puis déjà, c'est une équipe qui est un petit peu dans le trouble durant toute la saison. C'est vraiment l'équipe qu'on voit qui est en bas qui va assurément finir en bas de classement. Avec, s'ils sont vraiment choisir leur carrière, je pense que à ce niveau-là, il faut que tu ailles avec le gars qui est hot. La façon que tu as un gars l'année passée qui a joué toute l'année, qui a fait des bonnes choses, puis tu avais enlevé en fin de saison. Là, tu vois que ce gars-là joue en début d'année, mais il y a peut-être des questions à se poser sur qui devrait peut-être être le partenaire, mais ça, c'est à eux autres de gérer ça. C'est plus pour moi, c'est mon opinion. Puis pour McGill, juste ramener un point, McGill, c'est une équipe qui n'est pas habituée de gagner des games rapidement. Ils sont vraiment partis en départ canon.
Il y avait un livre qui faisait une game, ça prend aussi pour McGill a fait souvent dans cette situation-là dans le passé. Puis comme Jason disait, peut-être qu'ils ont décidé trop vite de donner des chances à des jeunes sur des spéciales. Ça l'a backfire dans leur cas. Mais de la façon qu'ils ont débuté le match, ce game-là ça aurait dû être 40-0 presque au troisième quart, tellement la façon qu'ils jouaient. Ils ont été agressifs sur des troisième essais, beaucoup Deux fois. Puis qui ont été que Sherbrooke qui les a arrêtés. Ça va être à voir aussi. Regardez, c'est bon cette agressivité-là, mais contre des games contre Laval et Montréal, si tu prends pas les points quand ils sont disponibles, ben ça va peut-être te retomber. Il faut être agressif de temps en temps, puis j'aime l'agressivité de coach Reprenant, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être tempérer, y aller dans certaines situations, puis peut-être pas dans d'autres. Oui, puis, tu sais, sauf tout le respect à Sherbrooke, peut-être que McGill, justement, a profité du fait que on jouait contre Sherbrooke, on voulait essayer des affaires, on voulait tenter des choses en sachant qu'on était en contrôle. Tu sais, le match se déroulait bien quand les Chums sont c'était à sens unique au effectivement. À souligner des performances. J'allais dire, je pense qu'ils doivent vraiment plus courir le ballon. Tu sais, avec Jonathan Martel-Joseph, tu sais, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas donné assez le ballon. Je pense qu'ils peuvent chercher cet élément-là de leur attaque plus. Puis je pense que ça va être la clé parce que avec leur jeu aérien, ils ont quand même des jeunes receveurs. Maxime Brousseau, il y a quand même eu un bon match. Jérôme Debat, Marc-André Richard. Mais le jeu au sol, l'an dernier, on avait vu Jonathan Martel-Joseph avoir des games à plus de 100 verges. Puis justement, se créer des opportunités comme ça. En fait. Je pense que ça va être la clé pour la suite des choses avec Sherbrooke. Exact. C'est intéressant que tu amènes ça parce que ça me permet de mentionner que leur joueur de centre étoile, Anthony Hort, qui n'était pas là, il est blessé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, on ne sait pas. Mais il était blessé, donc absent. C'est un gros morceau. Fait que là, c'est Morin, une recrue de Limoilou, qui est arrivé, qui a joué au centre. C'est pas nécessairement évident. Et c'est un joueur très talentueux, le Morin, c'est pas ça. Mais tu sais, à ton premier match universitaire, de guider tout le groupe de ligne offensive, c'est un gars qui va réussir à le faire. C'est pas la question même pas là. Mais dès le premier match, là, peut-être ça l'aurait aidé d'avoir Hort puis lui peut-être comme garde. À ce moment-là, on aurait peut-être été tenté d'utiliser un peu plus de jeu au sol vers le centre du terrain. Je le sais pas, là, tu sais, je veux pas. Je sais qu'il ne guesse pas, je pose juste la question si ça a pu avoir un impact. Fait qu'il y a de ça qui est à voir, puis il y a de ça qui est à suivre là, pour Sherbrooke. Il va falloir surveiller aussi en défense, là, je voulais le mentionner, Benjamin Perron pour Sherbrooke, le 8.5 plaqué dans 7 solos. Du gros football de son côté. Puis on l'a mentionné tantôt, le Mathis Pilon pour McGill, deux interceptions quand même. Donc, du bon travail. Puis il y en a un nouveau là, que va falloir, puis on va en entendre parler. Ambroise Duplessis-Giroux, defensive end là, pour McGill, qui est dans la rotation. D'ailleurs, une bonne rotation. Là, ça changeait régulièrement les joueurs sur la ligne défensive. Quand Ambroise Duplessis-Giroux, excusez-moi, va rentrer sur le terrain. Vraiment un gars qui a eu toute une carrière collégiale. Fait que ça va être un joueur intéressant. Montréal, Concordia. On va aller de ce côté-là. Maintenant, bon, évidemment, les Carabins recevaient les Stingers. La question qu'on attendait, c'est bon, de quoi ça va avoir l'air comme au poste de corps arrière pour Montréal après l'après Jonathan Sénécal. Quoique la question se posait aussi pour les Stingers, c'est l'après Olivier Roy. On en parle moins, mais parce que Sénécal étant Sénécal, n'empêche, les deux équipes ont joué avec des nouveaux corps arrière. Mais on va parler de Montréal pour commencer. On a alterné tout le long du match le vétéran Rakim Canal-Charles, qui était numéro 2 derrière le Sénécal dans les dernières années, et le nouveau venu, celui que tout le monde attendait, Pépé Gonzalez. Vos impressions, Jason, je te laisse me partir. Honnêtement, Montréal, ils sont arrivés, je pense, avec, comme tu l'as dit, ils ont pas mal expérimenté. Tu le sentais qu'ils ont pris le contrôle du match, mais que l'emphase était vraiment sur le fait de déterminer, en fait, à l'équipe le quart arrière partant pour la suite des choses. Avec Pépé Gonzalez, il a vraiment bien fait. Il était très agressif. Tu voyais directement la chimie avec Enrique James Leclerc puis Brandon Gourgon. Il a rejoint Gourgon sur une passe de toucher dès le début du match. Puis tout de suite, tu voyais qu'il savait c'était quoi ses lectures, il savait où aller. C'est très bon bras, précis. Vraiment, il a été dominant dès le début du match. Mais avec Rakim, c'était intéressant. Il y avait une partie que j'étais comme, OK, est-ce que le playbook est un peu plus restreint, mais en même temps,
tu voyais qu'il gérait bien le match, qu'il faisait certaines lectures, puis qu'il y avait quand même des décisions qui étaient prises. Mais en même temps, il y a eu des erreurs. T'sais, par exemple, il y a un moment où il y avait un receveur au milieu du terrain qui était ouvert, puis il a lancé dans le flat, puis le tailback s'est directement fait frapper, puis directement, il y a eu une perte. Fait que des choses comme ça qu'on a vues qui indiquaient peut-être qu'il y avait pas un aussi bon confort que Gonzalez au niveau de la gestion, puis de vraiment mener cette attaque-là. Mais je pense que pour la suite des choses, je veux en voir plus. Je ne sais pas si dès le prochain match, ils vont commencer avec Gonzalez, puis ça va être lui le partant. Mais je pense qu'avec Hakim, il y avait des bonnes choses. C'est juste que l'exécution n'était pas là durant ce match-là. Puis du côté de la défensive de Montréal, honnêtement, ils ont été dominants. Avec Harold Messiaen, dès le début du match, c'est un gros plaqué sur Xavier Tremblay pour une perte. Tout le long du match, Xavier Tremblay qui a quand même bien fait, il a quand même été efficace, il a quand même fait des choses, surtout en premier essai, mais dès que c'était des situations de deuxième essai, la défensive de Montréal, il n'y avait pas de receveur qui était ouvert très souvent durant les 3 premiers quarts. La pression qui a été mise sur la ligne offensive de Concordia était constante, puis honnêtement, ça a rendu les choses difficiles. Je pense que offensivement, Concordia a quand même bien géré certaines choses, mais dans l'ensemble, puis ça, je pense que c'est reflété par le score, la défensive de Montréal a vraiment contrôlé ce match-là. Absolument. Pat? C'est vrai que Jason n'en a pas laissé beaucoup. C'est un très bon résumé. Non, mais c'est parfait. Non, mais tu sais, moi, je revenais sur certains points. Tu sais, moi, c'est correct en début de saison de donner une chance à son vétéran, de chanter, de jouer tes 2 carrières. Moi, je suis vraiment pas un fan d'alterner ton carrière à chaque série. Je trouve que ça brise un peu, tu sais, tu vas en offensive, puis tu as l'autre, un carrière, mettons que tu as un carrière qui est hot. Mais tu perds du rythme, tu attends une autre. Des fois, ta drive va attendre un quart avant de retourner. Fait que, je trouve que pour le futur, je pense que le match probablement démontre qui devrait être le partant. Je pense que c'est correct de donner une chance à ton vétéran, il est quand même bien fait dans l'ensemble. Puis tu sais que tu peux l'utiliser dans certaines situations, des fois, tu peux lui quand même donner des petits packages en situation de course, parce que c'est un gars qui est quand même dynamique, un gars athlétique, qui va garder les défensives honnêtes, il va-tu courir, il va-tu passer sur des, un peu des types de zone read. Mais je pense que ce qu'on a vu sur le terrain, ça démontre que le gars de première année, il est capable de jouer. Puis il ne faut pas se faire de cachette. Si tu veux battre Laval, c'est pas Rakim qui va battre le Rougeard. Je pense que c'est un gars comme Pépé que ça prend. Puis pour le reste, je suis quand même impressionné aussi on a parlé d'offensive, défensive, mais Ismaël Akoué qui a eu une grosse game sur les retours. Oh oui. C'est quelque chose qui est quand même le fond d'avoir. C'est un gars qui était dynamique, qui a posé beaucoup à sa première année à Montréal. Mais c'est un gars que le voir, ce qu'il va faire sur le spécial, c'est un gars qui va peut-être dans le l'air, va peut-être contribuer aussi là, à l'attaque, mais d'avoir un gars élite sur le retour de l'autre avec beaucoup de vitesse comme ça donne un arme de plus au caramel. Oui, puis c'est intéressant parce que l'année passée, celui qui jouait là, c'était Louis Drolet, qui était une recrue, fait qu'il était encore là. Drôle, même genre de gabarit, 2 gars tout petits, extrêmement explosifs. Mais si Drolet est encore là, je ne me suis pas posé la question de savoir s'il était blessé ou s'il était là. Mais bref, tu as 2 joueurs, là, fait que s'il arrivait quoi que ce soit, tu as encore Drolet qui était sur l'équipe d'étoiles l'année passée, qui a été sur l'équipe d'étoiles comme retourneur, puis Akoué. Fait que là, disons que ça te donne des outils de haut niveau. Puis, tu parles d'unité spéciale, je vais en profiter, je vais prendre la balle au bon. Le batteur de dégagement de Concordia, Nathan Pronovo, c'est un gars qui vient des lauréats de Saint-Hyacinthe, a eu un impact majeur, ce gars-là, dans les dernières années, dans les championnats des lauréats. Puis, je pense que, ben là, tout le monde a eu du tape, là, fait que là, on a vu, parce qu'Akoué, à quelques reprises, a dû reculer pour aller ramasser les dégagements avant de repartir. Nathan Pronovo a toute une jambe. Mais si Eric Maximiuk, qui était là avant, en avait une, ben, au niveau du dégagement, là, Nathan Pronovo, quand même, c'est vraiment pas... On n'a pas reculé. Là, on a vraiment un gars de haut calibre qui a fait du gros travail. C'est rare qu'on parle d'un batteur au niveau collégial qui a autant d'impact avec une équipe qui avait déjà beaucoup de talent, mais lui, ça paraissait placer des ballons loin dans les coins au moment des dégagements. Là, il le faisait déjà. Fait que ça va être un gars qui va être à surveiller, je vous le dis tout de suite. Un bel outil pour Concordia. De l'autre côté, on en a parlé un peu, puis je vais aller là aussi. Xavier Tremblay, ceux qui se rappellent peut-être pas de son histoire, ce gars-là jouait avec Grasset il y a quelques années.
au lieu de jouer sa dernière année à Grasset, avait décidé d'aller tenter sa chance aux États-Unis dans un JUCO. Finalement, il est venu jouer à l'Université Laval. Puis finalement, a décidé de quitter l'Université Laval quand Victor Charlin a été recruté. En fait, c'est pas vrai. Il a quitté avant, puis Victor Charlin est revenu après, parce que Victor Charlin avait décidé d'aller à Montréal à l'époque. Bref, je finis ma parenthèse Charlin. Mais Xavier Tremblay, qui finalement a quitté et est allé à Concordia, c'est Olivier Roy qui était là, même qu'à la fin de l'année passée, il pratiquait comme receveur de passe. Fait qu'on pensait probablement que la vie de corps arrière de Xavier Tremblay était peut-être finie, surtout qu'on a recruté Antoine Ouimet et Glenn Valentine, deux gars avec des hauts potentiels. Mais non, c'est Xavier Tremblay qui a gagné la bataille au camp d'entraînement. Xavier Tremblay qui a tout le temps été un gars de haut talent, qu'on a peut-être oublié, là, comme je dis, dans les sphères des amateurs de football. Là, on regarde ça. Il a démontré que c'est un gars intelligent sur le terrain, capable de faire toutes sortes de choses. Je trouve ça intéressant d'avoir ce gars-là. Et malgré tout, il a bien fait contre une défensive. Jason l'a mentionné, une défensive qui a été très solide et dominante. Une défensive qui était déjà difficile à lire dès le premier match. Il a envoyé toutes sortes de schémas contre Tremblay. Malgré tout, Tremblay, qui a eu besoin de se sauver une couple de fois, a réussi à ramasser quand même des bonnes verges. Je pense que c'est bon signe là, quand même d'avoir un gars comme lui là, travailler avec Justin Chapdelaine. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, moi, j'ai toujours aimé ce jeune-là. Je l'avais recruté dans le passé quand je travaillais à Gama avec Claude Junot. On avait été déçus qu'il ait agressé. On avait travaillé très fort pour l'avoir. Je suis content de le voir avoir du succès cette année. Puis c'est un gars, comme tu dis, qui était un petit peu oublié dans l'équation. On voyait le recrutement, on voyait les deux studs qui arrivaient. Puis on disait, c'est un gars c'est un compétiteur. C'est un gars quand même super intelligent. Puis pour connaître un peu le système de Justin Chapdelaine, c'est quand même un système de style un petit peu CFL, fait qu'il y a beaucoup d'appellations, de formations, de concepts. D'avoir l'avantage sur le cahier de jeu, c'est un gros atout, mais il a quand même démontré là, que tu es capable de jouer quand tu fais une game comme ça contre Montréal, c'est que tu mérites de jouer dans cette ligue-là. Mais ce serait peut-être le fun dans le futur quand même de voir un petit package là, pour de short yardage avec Valentine, parce qu'il couvrait des dimensions. Tu sais, je suis pas mal sûr que ça va arriver dans la saison. Tu peux pas garder en tout cas, pour moi, c'est un non-sens de garder un athlète comme ça toute l'année sur le banc sans l'utiliser des fois dans des petits packages Wildcat là, en situation de co-game ou de short yardage. Là. Ah, c'est sûr qu'il va avoir des jeux avec lui. C'est un Lamar Jackson, là, il est à voir. Puis tu sais, l'autre côté, on ne parle pas d'Antoine Ouimet tout de suite, mais c'en est un autre extrêmement intelligent. Là. Fait que non, un trio de corps arrière à Concordia qui est intéressant. Fait que c'est bon pour cette année, c'est bon pour le futur. Mais c'est ça, fait que Xavier Tremblay qui va avoir à travailler aussi avec un groupe de receveurs intéressants. On avait une couple de vétérans là, Salvaille notamment, puis des nouveaux, des Élie Rivet, Kaba, deux gars du CVM qui vraiment des très bons athlètes. Fait que ça va être intéressant. On a vu Oriola Poirier que l'année passée, peut-être on le voyait un petit peu moins, mais bang, il est allé frapper fort avec un gros toucher. Donc, tu sais, on a vu un groupe de receveurs intéressant. Maintenant, je ne sais pas si c'est le déroulement du match qui a fait ça. Il va falloir donner le ballon un peu plus souvent à nos gars. On a donné le ballon au total 6 fois à Chembe et Marchand. À noter que Dwante Morgan n'avait plus là, il a gradué. Mais maintenant, c'est ça. Avec Chembe, on a Alex Marchand qui est excellent. Donc, probablement que dans un monde idéal, on va vouloir leur donner le ballon plus souvent que 6 fois dans un match. Jason? Ouais, 100%. Je pense que le jeu au sol, mais le truc aussi, c'est que au niveau de la ligne offensive, ça aide de voir comment ça va se développer parce que au niveau de le protéger, puis au niveau de créer les espaces nécessaires pour les porteurs de ballon, contre la défensive de Montréal, c'est pas ça qui est arrivé. Pour la suite des choses, ça va être de voir est-ce qu'ils vont être capables de mieux le protéger, puis est-ce qu'ils vont être capables de vraiment affermir leur jeu au sol pour créer les espaces nécessaires pour qu'on court le ballon. C'est un peu comme ça que je le vois. Pat, je ne sais pas comment tu vois ça aussi. On a une nouvelle ligne défensive. On sait que la ligne défensive de Montréal, je parle de Montréal, évidemment, dans ce cas-ci, une nouvelle ligne défensive du fait que Ojo, Montas, Francon sont partis. Là, Maisonneuve est allé faire un tour de la Ligue canadienne. Il est revenu venir jouer sa dernière saison. Fait que, bon, ça fait un bon vétéran qui est là. Malheureusement, Zacharison s'est blessé dès le début du match, mais Bradley Nseka est rentré. Et on a la recrue de Grasset, Benjamin McDougall. Un gars que
bon, qui a très, très, très bien fait là, au niveau collégial, mais surprenant. On le voit déjà dès sa première année avoir un rôle important comme partant sur la ligne défensive à Montréal. Mais des gars qui ont bien fait, Et bon, on n'a pas vu Sami Joe Souda, la grosse recrue en défensive. Là, quand je dis grosse recrue, c'est gros en termes de nom. Puis en termes de gabarit aussi, c'est tout un personnage. Ce gars-là, au centre de la ligne défensive, était là pour faire oublier un Montas, justement. N'était pas habillé, probablement de blessure. Là, je ne suis pas au courant. J'ai 7 questions à poser, mais il reste que. Il n'était pas là, mais la ligne défensive a très bien fait. La boîte défensive en général, Nicky Farinaccio qui n'est plus là, mais on a vu des Boulian, on a vu Leduc qui sont rentrés là. Puis plus le match avançait, là, on a vu d'autres joueurs entrer dans la mêlée, notamment Benjamin Blaise. Bref, encore une fois, énormément de profondeur dans la défensive en général de Montréal. Fait que ça va être intéressant. Puis je trouve que ça a montré des belles choses parce que oui, une défensive compliquée à aller, ça veut dire des gars capables de faire des choses un peu complexes. Puis on arrive à faire ça malgré les changements de joueurs. Mais tu sais, je pense que avec tous les départs qu'il y a eu, je pense que ça explique peut-être un petit peu la stratégie du commentaire défensif Edin Pichette de mettre beaucoup de pression en partant, de faire beaucoup de défensive de style Sting. Donc, on a mis rapidement des gars en situation d'un contre un. Donc, là, en mettant des looks de pression, mais moi, je pense que ça allège un petit peu l'impact que ces recrues-là doivent avoir en partant. Fait que, je pense que peut-être une des raisons, je pense que de toute façon, Denis, c'est un gars agressif, mais le fait d'être aussi agressif au premier match, mais le fait d'avoir peut-être des jeunes, mais on s'est dit, ben, on va peut-être y aller plus avec l'aspect scheme pour mettre de la pression que peut-être se fier sur les 3 chefs comme on avait dans le passé qui jouent dans le CFL. Je pense que graduellement, tu vois que les gars ont du talent, puis peut-être graduellement, on va peut-être varier les défensives, mais on sait que Coach Pichette est vraiment agressif. Puis si ça a marché une fois, on se rend compte, ça a peut-être un peu plus changé. Peut-être l'identité de la défensive va peut-être être plus agressive cette année. Oui, intéressant. Puis, tu sais, on a les gars aussi pour le faire. Il y a encore beaucoup de vitesse. Puis, on n'a pas parlé nécessairement de la tertiaire, mais Louis-Philippe Gauthier est encore là. Elijah Kramex comme maraudeur qui a démontré à quel point ce gars-là, justement, tu parles d'agressivité, c'est un gars qui cogne dur, c'est un gars qui est rapidement sur les jeux. Fait que ça va être intéressant. Gauthier a mentionné une interception de son côté. Donc, grosse victoire, 41-14. Je pense que c'était assez clair de ce côté-là. Là, je veux voir avec vous autres parce que, comme évidemment, on n'a pas fait d'émission d'avant-saison. Bien, évidemment, je veux savoir ce que vous entrevoyez pour cette année. À mon humble avis, il faut placer le Rouge et Or comme grand favori, champion en titre. Un noyau n'a pas bougé essentiellement, à part quelques noms ici et là. Oui, sur la ligne offensive, deux nouveaux gars. Francis Bouchard est parti en défense. Vincent Delisle aussi, Anton Hay. Mais pour le reste, ce sont les mêmes gars qu'on va retrouver encore sur le terrain. Les mêmes leaders aux différents endroits. Je pense que ça va être... c'est l'équipe à battre. Là, est-ce qu'il y a une équipe qui est capable d'aller se positionner là? Puis évidemment, il y a toute une question de santé, là, vous allez dire. Puis ça, on peut pas soulever ça comme élément en début d'année là, pour faire des analyses parce qu'on ne peut pas deviner qui pourrait être en santé ou pas. Puis surtout, on va souhaiter à tout le monde de l'être. Mais à mon avis, Rouge et Or, ça doit être le favori. Je ne sais pas si vous voyez ça comme ça. Ou si les matchs dans la fin de semaine vous permettre de dire non, Montréal est clairement au même niveau, ou si même McGill peut venir déranger la fameuse hégémonie Montréal-Laval. Pat, je te laisse commencer avec ça. Je pense que Laval tout en place là, pour pas juste repeat la Coupe du Saut, mais. Oui, la nouvelle Coupe du Saut, hein, effectivement. Mais aussi pour la Coupe Vanier, tu as un carrière de 5e année qui était en contrôle de semaine l'année passée, à sa 4e année, à sa 5e année. C'est un gars qui va combattre probablement tous les records là, de passes là, du Rouge et Or. On a rajouté des armes comme Nathan Carignan. Sur la ligne offensive, tu parles que 2 départs, mais je pense que Laval a probablement 3 deep sa ligne offensive. Il y a des gars sur le banc à Laval qui seraient partants dans toutes les équipes. Fait que, pour moi, c'est pas un problème d'avoir 2 nouveaux gars sur la ligne offensive. Porteur de ballon, Mathieu Roy avec une éclosion en fin d'année, puis il doit avoir une profondeur de 5 gars derrière lui. Défensivement, tu as mentionné le départ de 3 gars, mais je pense que le recrutement des dernières années, les gars qui sont en place. Bouchard, c'est un gars super bon, mais tu le remplaces par un Ndiki Garant, puis safety, on a bougé
n'apporte comme là, puis c'est un gars qui était super athlétique, tu sais, que je pense que si Marc Fortier l'a déplacé safety, c'est que c'est un gars qui va avoir un impact cette année, donc tu sais, pour moi, le Rougeard reste définitivement l'équipe à battre, puis tu sais, pour que Montréal à Côte-Laval, mais ça va prendre un développement, tu sais, que la carrière de première année ait une belle, tu sais, on voit que c'est un gars dominant, mais il faut que sa progression soit subliminale pour, tu sais, comme pour moi, pour que Montréal, tu sais, peut-être Laval peut en échapper une dans l'année contre Montréal, puis c'est deux équipes qui se connaissent bien, mais je pense en bout de ligne, tu sais, ça va vite quand même pour un gars de première année, puis tu sais, j'exclus pas Montréal, mais Laval, pour moi, c'est vraiment les favoris. McGill peut toujours causer une surprise à cause qu'ils ont peut-être le meilleur athlète au Canada comme carrière. Donc, on l'a vu l'année passée, ce gars-là, des fois, il peut battre une équipe à lui tout seul quand il est hot. Fait que, on peut pas l'exclure, mais si tu regardes les probabilités, si jamais de l'argent à mettre, je mets sur Laval, puis pas mal, j'en mettrais pas mal. Jason, est-ce que tu vois la même chose? Ouais, je pense que Laval, c'est les favoris. Comme tu l'as dit, Pat, je pense que c'est la question avec Montréal. Pour moi, les deux questions, c'est est-ce qu'ils peuvent rester en santé? Déjà, on en a parlé, puis qu'il y avait déjà quelques jours qui étaient blessés. Puis aussi, juste la progression avec Pepe Gonzalez. Je pense qu'ils ont des bons receveurs. Ils ont une bonne ligne offensive. C'est question de voir aussi, est-ce qu'ils peuvent continuer avec Luka Dembélé d'avoir un jeu au sol dominant? Mais je pense que globalement, l'attaque va avoir une bonne cohésion. Puis la défensive, d'année après année avec Denis Touchette, c'est la meilleure, si c'est pas une des deux meilleures défensives au Canada. Fait. Ça, pour moi, de façon générale, s'ils sont capables de rester disciplinés aussi, je pense qu'ils peuvent chercher un match contre Laval, puis ils peuvent justement rivaliser avec eux pour gagner la Coupe du Sceau. Après ça, honnêtement, je pense qu'il y a un écart. Avec McGill, moi, je reste encore sur mes réserves. Je trouve qu'ils ont montré des belles choses, mais c'était contre Sherbrooke. Pour moi, eux, en tant qu'équipe, globalement, ça va être de voir est-ce que c'est leurs nouveaux joueurs, leurs joueurs recrutés vont être capables de justement jouer bien, puis bien exécuter dans les gros moments, puis d'être constants. Avec Léloy Tendresse-Régional, je suis pas inquiet parce que c'est le carrière élite dans la conférence cette année. Je pense que ça va être lui. Je pense qu'il va être un des favoris pour remporter le Egg Crichton. Je m'attends à ce qu'il ait une grosse saison, mais autour de lui, est-ce que les joueurs... un Darius Simmons, j'ai confiance, mais les autres joueurs de cette attaque-là, qui sont des recrues, qui sont plus jeunes, puis défensivement aussi, est-ce que ces gars-là vont step up, puis est-ce qu'ils vont atteindre le prochain step? Puis pour moi, j'ai encore mes réserves. Je pense que McGill va être fermement la troisième meilleure équipe de la conférence, mais après ça, Sherbrooke, Concordia, je pense qu'il va y avoir un écart. Je pense que c'est deux équipes au niveau de Sherbrooke et Concordia qui sont pas en reconstruction, mais qui continuent de progresser avec des joueurs plus jeunes. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de changements pour ces deux organisations-là. Pour moi, c'est Laval favori, Montréal après, McGill ensuite, mais après ça, il y a un écart. C'est un peu comme ça que je vois. Je trouve ça intéressant. Moi, j'ai amené évidemment Laval favori. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe à battre. C'est Montréal, en fait, c'est un match. Si Pépé est capable d'avoir de la constance, si Sami Joe Souda revient assez vite, et Nicolas Roy aussi en défense, on ne l'a pas mentionné, mais il n'était pas présent. Puis je pense qu'on a une équipe quand même qui a absolument tous les outils pour faire les choses intéressantes. Dosso est revenu comme receveur de passe. Dosso et Leclerc avec un Pépé, je m'excuse, tu viens de probablement avoir tout ce qu'il te faut pour étirer les défenses au maximum. Si Pépé démontre autant de confiance puis quasiment d'arrogance de dire « je vous essaye » contre des équipes comme Laval qu'il l'a fait contre Concordia, s'il arrive à faire ça, là, tu changes un petit peu le schéma. Maintenant, est-ce que ces coachs vont lui dire contre Laval « calme-toi, tu joues contre Jordan Lessard et Émile Berthelini », je ne sais pas comment ça va être fait, comment on va réfléchir à la chose, mais ça, on verra en temps et lieu. Montréal a encore les outils, puis Pépé, comme je dis, est vraiment un facteur intéressant. Ça va être il est capable de faire ce que Joe faisait, je pense. Maintenant, a-t-il la maturité, l'expérience de prendre des bonnes décisions au bon moment? Possiblement pas encore. Puis comment gérer aussi les gros moments? Aller jouer à Laval, probablement qu'il y a un élément aussi qui entre en ligne de compte de pression qui vient à ça. Fait qu'il faut apprendre à la gérer. Ça, c'est une chose. L'autre affaire, McGill a tous les outils. Ils ont montré des choses pour être la troisième équipe claire, mais
c'est dans les moments clés. Est-ce qu'ils vont être capables de bien les jouer? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc, ça va être intéressant. Puis autant en défensive qu'en offensive. Puis sur les unités spéciales, on l'a vu, les unités spéciales les ont dérangées. Tu ne peux pas faire ça dans un match serré contre une grosse équipe. Donc, c'est ces petits moments-là de flottement, d'erreur là, que tu ne veux pas avoir parce que Montréal et Laval les font beaucoup moins souvent. C'est un jeu peut changer les choses. Puis, à cause de ça, Concordia, qui a une défensive quand même expérimentée, qui ont quand même plusieurs joueurs intéressants, je pense que Concordia est une meilleure équipe que ce qu'on a vu en fin de semaine. Je pense qu'ils vont être capables de stabiliser certaines choses. Puis c'est une équipe qui a montré dans les années où ils jouaient bien que plus l'année avançait, plus ils étaient capables de gagner en cohésion puis faire des bonnes choses. Fait que moi, Concordia, je les écarte pas tout de suite de la bataille pour la 3e place. Mais malheureusement, Sherbrooke, là, je pense qu'on s'entend que ça va être l'équipe numéro 5. Mais, comme je le dis souvent, prove us wrong, puis ça va me faire plaisir d'avoir tort. Là. Mais quand on regarde les joueurs qui sont là, quand on regarde les outils qui sont là, sur papier, uniquement sur papier, globalement, comme groupe, ça ne me semble pas être le même niveau que les 4 autres équipes. Par contre, ils ont toujours démontré qu'ils ne lâchaient jamais, qu'ils étaient capables de faire des choses. C'est une équipe qui se crée une belle cohésion. On va leur souhaiter d'être en santé. C'était un problème depuis des années. Si c'est une équipe qui est en santé, va gagner en cohésion. On peut peut-être être capable de justement challenger les Concordia McGill, on verra. Mais je pense que ça va ressembler à ça. N'empêche, je garde là, si j'ai un classement à prévoir, ce serait Laval, Montréal, McGill, Concordia, Sherbrooke aussi. N'empêche, j'ai l'impression qu'il y a la place à créer des rapprochements entre les équipes. Montréal va fighter, c'est sûr. Je n'écarte pas Montréal d'un titre de la Coupe du Saut du tout, là, parce que Pépé va peut-être faire des choses fantastiques. Et le reste de l'équipe est capable de très bien jouer au même niveau que l'année passée, à mon avis. Pat, est-ce que pour toi, le classement est celui-là? Oui, pour moi, c'est définitivement ça. Puis, ça va être intéressant. On va en parler tantôt pour l'analyse des matchs de la semaine, mais ça va être intéressant aussi de voir. On sait qu'il y a des gars comme Marc Fortier de Nichet, c'est des pros, c'est des gars qui s'actualisent chaque année. Puis de temps en temps, ils n'ont sûrement pas aimé les performances d'Eloa contre eux. Donc, c'est genre de voir aussi dans les matchs contre McGill de Montréal et de Laval, voir comment ils vont vouloir s'ajuster un petit peu contre leur stratégie pour essayer de contrer cette offensive-là, qui a de nouveaux outils en plus. Fait que peut-être qu'ils voulaient mettre en place avec les Jerry Momo, les receveurs, les rapprocher, mais peut-être qu'on ne peut pas faire ce qu'on voulait faire pour contrer la bébite qui s'appelle le roi la Tempeste. Ben, parlons-en justement, embarquons-là la semaine prochaine. Déjà 2e semaine, mais surtout l'entrée en scène de Laval contre justement McGill. Ça se passe à Laval. Éloi a été fatigant, surtout en fin de saison contre Laval, a trouvé le moyen d'être assez dérangeant. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose, comme tu dis, quelle réaction on va avoir? Et on a Loïc Brodeur qui a connu une saison recrue extraordinaire, que Glenn Constantin compare déjà à un Mathieu Betts. C'est pas rien là, comparer un joueur à Mathieu Betts. Que Glenn Constantin prenne le temps de dire ça, c'est qu'il le voit très gros. Je pense qu'il a raison parce que c'est un gars qui a fait des choses extraordinaires. Il ne sera pas de la formation cette année. Donc, je pense que la profondeur est là pour donner des bonnes choses. Mais quel impact ça peut avoir justement contre McGill? Justin Cloutier, sa gang, comment vont gérer l'attaque revampée de McGill? Ça va être intéressant. Je sais pas comment tu vois les choses. Jason, ce match-là, le Laval-McGill, est-ce que... à quoi tu t'attends le début de saison comme ça de Laval? Honnêtement, je m'attends vraiment à ce que Laval domine ce match-là. Je pense qu'ils vont arriver, champions au titre, à la maison. Je m'attends à ce qu'ils marquent beaucoup de points sur cette défense de McGill. Je m'attends aussi à ce qu'ils courent quand même assez bien le ballon. Et avec Arnaud Desjardins, carrière de 5e année, je pense qu'il va être en contrôle du match. Puis je pense que ça avec Olivier Cool, la chimie qu'on a vue développer durant l'année dernière, puis quand ils ont été dominants, je pense pas que du côté de McGill, défensivement, ils vont être capables de limiter cette connexion-là entre Arnaud et Olivier Cool. Fait qu'honnêtement, je m'attends à ce que ce soit un match où, peut-être au début du match, McGill
on a l'impression qu'ils ont peut-être une chance, mais à partir du troisième quart, je pense qu'un écart de 10 à 15 points va se créer avec Laval. C'est un peu comme ça que je le vois. Je m'attends à une victoire assez dominante de Laval face à McGill. Toi, Pat, est-ce que tu penses que la défense de McGill, justement, est capable d'affronter l'attaque, surtout au sol, qui, justement, est capable d'être un rouleau compresseur de Laval? Je donne pas beaucoup de chance à la défensive de McGill contre l'offensive de Laval. Si l'offensive de Laval se bat pas elle-même, de temps en temps, des fois, on le voit des fois autant à Laval, Montréal que d'autres équipes, on s'entête des fois à juste passer, à pas balancer notre jeu. C'est arrivé des fois qu'on a chialé l'année passée que Rougeard courait pas assez. Mais je pense que si Laval a une attaque balancée, si on mixe les formations comme on faisait l'année passée, qu'on se rend difficile pour la défensive adverse avec leur package, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais ils ont quelques alliés rapprochés centre-arrière qui sont très bons aussi. Si on mélange les formations, puis on mélange, on diversifie notre attaque, je pense que McGill va trouver ça long en défensive. Puis on va se le dire, on a hâte de voir la connexion Desjardins-Cool. Il y a Cochon aussi, tu as mentionné centre-arrière, Émeric Boutin qui a fait du gros travail l'année passée. C'est quand même un X-Factor, Émeric Boutin, il n'y a pas beaucoup de gars qui ont son gabarit et sa vitesse. Non, exact. Puis c'est un gars qui était receveur de passe étoile là, au niveau collégial. Il est rentré, il a pris de la masse dans les dernières années, puis il est devenu comme ça un centre-arrière capable de justement décoller. Puis Yuri Gauthier du Montréal qui s'est blessé l'année passée, mais tu sais que c'est un gars qui était partant l'année passée, qui est quand même un excellent télé rapproché aussi. Ouais, un gros gars. On parlait de Charles Viessé, il reste 6-6, mais c'est un peu le même genre d'affaire avec Yuri Gauthier. Effectivement, c'est une autre belle pièce, justement. Fait qu'on va donner l'avantage à Laval, à la maison en plus, correct, mais je reste très curieux de savoir ce que McGill va être capable de faire contre cette défensive-là, à quel point l'attaque là est forte. Là. Moi, pour l'avoir vécu aussi dans le passé, quand je coachais, puis quand tu vas jouer à Laval un samedi soir, puis tu arrives en première année avec une équipe de recrues, c'est sûr que ils sont pas tout le temps conscients de dans quoi ils s'embarquent. Je pense que quand t'es recrues, on sent que c'est une belle cohorte, il y a beaucoup de studs là-dedans, mais ça reste que tu arrives dans une grosse game, dans un environnement hostile de soir, c'est comme ce qu'il va y avoir, ça va aller vite un petit peu, je pense, en début de game pour certains gars, même si c'est des gars élites. Je pense que ça va se ralentir, probablement ralentir en courant de la partie, mais je pense que ça va être une trop grosse commande pour eux en début de saison. J'enlève pas des choses en fin d'année, mais je pense que là, deuxième game, Laval en plus a eu l'avantage d'avoir une semaine de plus. Puis je suis pas mal sûr que connaissant les coachs à Laval qui ça fait 2 semaines qui game plan pour cette game-là, ils vont avoir un package vraiment comme extra sauce, tout ça va être en dresse, on va avoir pas mal de. On va mettre beaucoup de choses sur la table pour essayer de mélanger là, mettre de la pression, puis au même principe au niveau de leur attaque, je pense que ça va être diversifié. Ils vont envoyer des balles courbes que McGill n'a pas vues. Je pense que ça donne beaucoup d'avantages à une équipe expérimentée d'entraîneurs que je pense que ça fait 25 ans qu'ils travaillent ensemble. Non, effectivement, non. On s'entend là, sur papier, l'avantage est clairement à Laval. Mais tu l'as dit, tu as beaucoup de jeunes, mais ça va être le travail d'un Ryan McNally, justement, le vétéran en défense, de placer son monde, de leur dire, écoute, ça va dans quoi vous embarquez, sans mettre trop d'accent sur la pression qui va être avec eux, mais comprendre dans quoi ils s'en viennent, puis que le niveau de concentration, c'est quoi essayer de garder son niveau de concentration dans des conditions comme celle-là. Bref, un beau test pour cette gang-là, mais il y a assez de vétérans peut-être pour réfléchir à ça comme il faut, on verra. Pour moi, la seule façon que McGill pourrait vraiment causer la surprise, c'est vraiment avec leur attaque. C'est si Éloi a comme une des meilleures games de sa carrière, puis par exemple avec un comme Jerry Momo, si lui aussi, il a... parce qu'on a vu dans le passé que Éloi, contre cette défensive de Laval, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose, il y a quand même un confort, je sais qu'ils n'ont pas gagné de match contre Laval, mais tu vois qu'à chaque fois, Éloi, spécifiquement contre cette défensive-là, il a du succès. Est-ce que l'intégration de d'autres pièces en attaque qui peuvent aussi faciliter les choses pour Éloi, puis on l'a vu qui était déjà plus confortable qu'on face à Sherbrooke. Je sais que c'est un autre calibre d'équipe, mais est-ce que les bonnes habitudes qu'on a vues face à Sherbrooke peuvent être traduites face à la défensive de Laval? Est-ce qu'on peut créer, réduire l'écart de cette façon-là en étant exceptionnel en attaque? C'est plutôt ça que c'est peut-être la façon avec laquelle que McGill pourrait remporter ce match.
Non, absolument. Puis, tu sais, c'est là aussi que, tu sais, on va voir justement le travail de la ligne offensive contre la ligne défensive. Tu sais, Gosselin, Miangué, tu sais, il y a du joueur de haut calibre, William Kenville. Bref, il y en a un puis un autre, des gars capables de jouer. En fait, Kenville, je ne sais pas s'il a fini. Il a fini? Je pense, il me semble, de mémoire, je te dirais, j'irais pour oui. Mais si c'est pas ma paye que tu me donnes dessus. Si c'est pas lui, il y en a d'autres, là, les Vikes et compagnie, là, qui sont capables de prendre la relève et qui ont ce qu'il faut. Fait que un bon défi, en tout cas, pour la ligne offensive, assurément, de McGill, parce que si on veut établir notre force, notre attaque, mais ça va falloir gagner ces batailles. Fait que ça va être intéressant. L'autre match, c'est Montréal à Sherbrooke. Bon, Sherbrooke reçoit à la maison la grosse machine des Carabins. À voir maintenant, là, est-ce que Sherbrooke va être capable de un peu placer certaines choses. Mon feeling est que Montréal devrait l'emporter, mais ça va être intéressant de voir, est-ce qu'on va y aller avec Pépé dès le début du match? Est-ce qu'on va vouloir donner le maximum de répétitions à Pépé puis le placer comme numéro 1 clair suite à sa performance de la semaine passée? Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que vu que c'est contre Sherbrooke, on va probablement garder la même optique que le match dernier. Mais ce serait peut-être une bonne opportunité de laisser le jeune prendre son envol contre une équipe vraiment inférieure où il peut prendre confiance, puis prendre tous ses repères, puis vraiment s'établir. C'est ce que je veux pas. Si tu veux qu'il batte Laval en fin d'année, il y a besoin d'un volume quand même. C'est pas en partageant. Pour moi, c'est clear cut qui devrait jouer. On était respectueux, on a donné une game complète à partager. Mais vu que c'est Sherbrooke, je ne serais pas surpris qu'on voit la même chose. Jason, est-ce que d'après toi, la ligne défensive de Sherbrooke, qui d'après moi est une de ses forces, là, avec Édouard Boivin en tête notamment, est-ce que peut déranger cette nouvelle mouture de la ligne offensive de Montréal, peut-être empêcher le jeu au sol, puis tu sais, venir qu'à mettre une certaine pression sur Pépé si c'est lui, là, mais sur le corps arrière quelconque de Montréal, peu importe qui est-il, puis venir un peu déranger ces schémas-là, puis apporter une nouvelle dimension, là, obliger à Montréal à avoir une nouvelle dimension qu'il n'a pas été obligé d'avoir contre Concordia. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose comme ça? Non, je pense que la ligne offensive de Montréal, tu sais, comme t'as un gars comme Alassane Diouf, que c'était un All-Canadian, un des meilleurs joueurs au pays. Puis même les nouveaux joueurs qu'on a installés, tu sais, un Benjamin Damour, puis un Paul Nebout, c'est des excellents joueurs. C'est des gars qui ont été très dominants au niveau collégial, que on l'a vu dès le premier match. Puis même, c'est des gars qui ont pu un peu remplacer l'an dernier, puis ils ont montré des belles choses. Puis là, tu les intègres, puis ils ont déjà l'air plus en confiance dès le premier match. Fait que non, honnêtement, je pense que Sherbrooke, honnêtement, c'est plus peut-être au niveau de l'attaque, voir est-ce qu'on peut peut-être réaffirmer le jeu au sol avec Jonathan Martel, trouver une cohésion avec la ligne offensive malgré le changement du centre, voir c'est qui le carrière, est-ce qu'ils vont continuer avec Samuel Goulet ou est-ce que avec Jérémy Fac, on va le réintégrer ou comment ils vont gérer ça? Fait, honnêtement, c'est continuer l'effort, appliquer la bonne exécution qu'on a vu sur les unités spéciales sur les deux côtés du ballon, mais avec Montréal, peu importe c'est qui le carrière ou comment ils vont gérer ça, je m'attends à ce que cette offensive de Montréal mette minimum, ils vont mettre 35 points sur cette défensive de Sherbrooke, minimum. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je pense que Montréal va vraiment être dominant, puis ils vont continuer de progresser dans ce qu'ils ont montré. C'est comme ça que je le vois. Ça va être intéressant aussi, à mon avis, là, de voir comment Sherbrooke va peut-être voir... tu as parlé de Jonathan Martel-Joseph, il y a un certain Carl-Émile Dubois-Farrar, un gars de deuxième année qui est un couteau suisse, là, qui, quand il jouait avec Sherbrooke au niveau collégial, a été un élément important de l'attaque des volontaires. On sait que le coordonnateur offensif du Vert et Or était le coordonnateur offensif des volontaires il y a 2 ans. Donc, peut-être là, qu'on va vouloir intégrer ça, avoir des gars capables de faire des petites choses un peu différentes de ce que les autres sont capables d'offrir, juste pour profiter du côté athlétique de certains gars capables d'offrir des choses pour aller chercher des premiers essais ici et là, essayer de gruger, de garder le ballon le plus longtemps possible, puis parce qu'il faut trouver des solutions. Là, à un moment donné, tu ne peux pas juste t'arrêter à notre équipe est sur papier moins bonne que l'autre. Il faut que tu trouves des solutions, il faut que tu trouves des options. Puis si jouer ça textbook, c'est-à-dire tu recules, tu grandis dans ta pochette, puis tu essaies de trouver ton receveur disponible, c'est quelque chose qui va être difficile tout un match, mais il va falloir que tu
sois créatif un peu. Fait que je ne sais pas si on va vouloir utiliser peut-être ces gars-là qui sont très explosifs, capables de faire les bonnes choses pour chaque fois. Je pense que Montréal, si tu as vu défensivement l'approche contre Concordia, ils vont avoir la même approche contre Sherbrooke. Tu as un animal blessé, puis tu as des loups de l'autre côté. Coach Touchette, si ça saigne, il va continuer d'exploiter ça. Puis, je pense que je m'attends à beaucoup de pression de la part des Carabins. Puis j'ai un fait intéressant à penser, savoir qui va jouer comme corps arrière. Montréal s'en va en bail la semaine prochaine, il joue contre Laval dans 2 semaines. Donc, probablement que tu veux faire tes tests comme il faut. C'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Tu veux que ton carrière ait une game complète sur sa boucle avant d'arriver dans une game. C'est sûr que si la game est au septième, c'est plus facile que jouer au PEPS pour notre première année. Donc, mais quand même, je pense que on a une réponse à notre question. Moi, ils vont peut-être le faire pour nous. On va avoir tort, mais moi, je serais pas mal surpris que ce soit pas le jeune qui joue toute la match. Ben, je dois avouer que je serais surpris de voir 2 matchs de suite avec des alternances comme ça. Je pense que. Ça marche pas là, avec ma façon dont je comprends comment Montréal travaille depuis des années. Qu'il y ait un premier match où est-ce qu'on a décidé d'alterner de cette façon-là, bon, OK, mais de X nombre de matchs, 8 matchs à jouer dans l'année, je pense pas que tu vas pas jouer le quart de la saison en alternant tes carrières. C'est correct, le premier match, tu as vu ce que tu avais à voir, puis de toute façon, tu as gagné par un gros pointage, que tu peux te permettre de continuer comme ça. Mais j'ai de la misère à entrevoir qu'on va répéter ça au deuxième match. Je pense que tu peux te permettre aussi d'avoir un jeune qui joue, puis on s'entend que s'il fait ce qu'il a à faire, le match va être hors portée à partir du 3e quart. Fait que tu peux quand même finir la game avec l'autre, puis continuer de donner des opportunités à ton vétéran, de montrer ce qu'il peut faire, tout en développant ton futur. T'sais. Exact. Fait qu'on commence ça. Bon début, une bonne première heure, partir ça. La semaine prochaine, on se retrouve, évidemment, on va parler de Montréal-Sherbrooke, McGill-Laval. On va continuer d'analyser ça. 2 choses. Ben, la première, on en a glissé un mot, évidemment. Cette saison, on joue pour la Coupe Jacques Dussault. Donc, chapeau au RSEQ d'avoir pris cette décision-là. Chapeau au groupe des fans des Carabins, les Montagnards, qui ont lancé une pétition il y a 2 ou 3 ans pour demander à ce que le nom de la Coupe Dunsmore soit remplacé par le nom de la Coupe Jacques Dussault. Donc, probablement que ça a initié toutes les réflexions ou amené des choses. Peut-être que c'était déjà initié, je ne le sais pas, mais ça a donné un coup de pouce assurément. Donc, chapeau à ce groupe-là pour ça. L'hommage à Jacques Dussault était nécessaire, notre football. Puis Pat, tu peux assurément en témoigner, tu as coaché longtemps. L'arbre de coaching au Québec, regardez tous les grands noms du coaching dans les 30-40 dernières années au football au Québec. Jacques Dussault a assurément été à la tête de tout ça. Glenn Constantin, des Sonny Wolf, des Marc Loranger, tous ces gens-là ont été dans la garde rapprochée à un moment ou à un autre de Jacques Dussault, puis ont fait des petits aujourd'hui. La quantité de coachs qui débarquent si on veut, des branches de Glenn Constantin, ben, la toute première, c'était Jacques Dussault avant tout ça. Fait qu'au-delà des victoires des équipes de Jacques Dussault à des Coupes Vanier ou à des choses comme ça, c'est, je pense, l'hommage général qu'on offre à Jacques Dussault dans un contexte où est-ce que le trophée le plus important du football au Québec, celui du niveau universitaire, porte son nom. Je pense que c'était amplement mérité. Pat, je ne sais pas si par rapport à... Je pense que Coach Dussault, c'est un gars que j'ai beaucoup de respect pour coacher à l'équipe du Québec. Toujours eu des bons rapports avec lui. Donc, je suis super content qu'on lui rende hommage. C'est vraiment le coach francophone québécois qui a mis un peu qui était le premier coach professionnel québécois sur la map, il est allé au States, et après ça, il y a eu la machine. Donc, lisez le livre Le coach de Steve Vallière. Très facile à lire. Vous avez toute son histoire, c'est extraordinaire. Non, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a un gars qui a un grand parcours. Puis, c'est un pianiste. C'est un gars qui a fait ça. Puis, c'est grâce à lui, probablement, que beaucoup de gars ont été opportunités par la suite. La seule chose, c'est qu'après ça, quand Glenn va prendre sa retraite dans 5 ans, tu vas lui donner quel trophée à lui? Tu vas le remplacer à la Coupe Vanille, la Coupe Constantin? Bon. Ben, ça peut être ça, mais je pense pas qu'on ait 5 Canadiens anglais qui vont changer une tradition comme celle-là. Par contre, tu sais,
le terrain, est-ce que le stade va s'appeler le stade Glenn Constantin? Il va falloir, c'est sûr que Glenn Constantin, à un moment donné, va avoir ses hommages. Il y aura 8 statues de lui, je ne le sais pas. Ça reste le gars qui aura accompli en termes de pedigree, là, de portfolio le plus étoffé. C'est sûr que Glenn Constantin va avoir tous les hommages nécessaires. Maintenant, à un moment donné, je pense que c'est pas une question de dire qui a été le meilleur, puis à chaque fois qu'il y en a eu un meilleur, il faut le Non, mais je faisais juste partir un petit débat comme ça. Mais oui, mais tu fais bien parce que la question à un moment donné va se poser, c'est quoi? Au PEPS, c'est sûr que ça va s'appeler le centre Glenn Constantin, ou en tout cas, il va y avoir quelque chose là, mais au-delà de ça, pour le football québécois au complet, je ne le sais pas. Peut-être que les bols d'or s'appelleront les coupes Glenn Constantin éventuellement, je ne le sais pas, on verra, mais franchement, c'est sûr qu'il va avoir son tour. Autre chose, nouvelle un peu moins le fun, mais je veux qu'on le souligne, là, on en a entendu parler avant le début de la saison. Joseph Gingras, qui devait être une recrue cette année avec les Carabins, un gars qui a marqué les dernières saisons, qui est lauréat de Saint-Hyacinthe. Un kid qui était très apprécié de ses coachs, apprécié de ses coéquipiers. Donc, malheureusement, qui a perdu la vie avant de jouer son premier match. Puis déjà, à entendre les commentaires de coach Marco Iadeluca, c'est un gars qui avait un impact dans son groupe. Donc, un kid apprécié qui malheureusement a perdu la vie dans un accident d'auto, un accident de la route cet été. Fait que je veux quand même prendre le temps, au nom de tout le monde, là, d'offrir mes condoléances évidemment à la famille, ses proches et tout le monde qui peut avoir été affecté par cette trop triste nouvelle. Donc, une saison qu'on va lui dédier à sa famille également, là, Joseph. Donc, toujours malheureux d'entendre des affaires comme ça, mais bon, si ça permet de rassembler tout le monde, puis à un moment donné, de voir que c'est plus grand que le football, des fois, la gang de jeunes, d'étudiants athlètes qui sont là-dedans, j'en ai impliqué, il y a toutes sortes d'histoires, puis il y a toutes sortes de gens qui ont un impact important, puis intéressant, puis qui dépassent les activités sur un terrain de foot, puis les championnats. Donc, il faut se rappeler de ça, c'est du monde qui ont un impact. Fait que, perdre un jeune de même, c'est triste. Bref, je le réitère, toutes mes condoléances. Fait que les gars, sur ce, on se reparle la semaine prochaine. On se lance une grosse saison de foot. On est reparti, puis en espérant avoir des surprises, toutes sortes de belles affaires à se raconter. Je suis pas inquiet, on en a chaque année. Fait que, merci pour cette première. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Et voilà tout le monde, c'est ça que ça donne, une grosse heure de foot universitaire. Merci de nous avoir accompagnés, merci d'avoir été là. Je vous répète, manquez pas notre chronique foot collégial qui va être un peu plus tard dans la semaine, probablement jeudi, qui va sortir évidemment sur les mêmes plateformes, même chose. On va être là avec Marc Gagnon et Will Julien pour analyser ce qui s'est passé déjà la première semaine, mais ce qui va se passer en D1 qui commence en fin de semaine prochaine. Donc, on va être là. Des nouvelles de soccer, de golf qui vont sortir ici et là parce que ça part. Le hockey va partir bientôt. On est évidemment en train de lancer tout ça. Je vous souhaite une bonne saison. Je nous souhaite une bonne saison. Puis s'il vous plaît, allez voir des matchs. Jasez avec nous sur les réseaux sociaux. Allez voir des matchs. Regardez qu'est-ce qui se passe. Je le dis, je le répète, le meilleur rapport qualité-prix dans le sport au Québec, au Canada, probablement, notre sport universitaire, évidemment, notre sport collégial. Alors, soyez-y, passez une bonne saison. Et si j'ai un seul mot à dire et à lancer à tout le monde, c'est respect, s'il vous plaît. Respectez les parents de l'autre bord, respectez les fans de l'autre bord, respectez surtout les étudiants athlètes, les coachs, les arbitres. Arrangez-vous donc et arrangeons-nous donc pour que ce soit agréable, surtout pour ceux qui pratiquent ce sport-là. Ils ne doivent rien. Ils nous doivent seulement de s'amuser, puis que nous autres, on aille en profiter tout simplement de la bonne façon. Je sais que la grande majorité le fait, mais prenons quand même toujours le temps de nous regarder dans le miroir et de dire, est-ce que je le fais de la bonne façon? Est-ce que je le fais avec les bonnes intentions? Puis, au bout du compte, c'est tout le monde qui va en profiter. Sur ce, bonne saison. On se reparle bientôt. Merci.